Mais alors, le paradoxe, c'est que c'est Stendhal et peut-être moins le Rouge et le Noir que La Chartreuse et Lucien Leven. Lucien Leven, par ce côté roman éducation, et en même temps l'absence de grandes légendes, hein, qu'on trouve au contraire dans le Rouge et le Noir, et La Chartreuse pour le rythme. La Chartreuse pour le rythme, ça c'est un miracle de rythme. Et en même temps, Stendhal, c'est aussi Stendhal par rapport aux petits faits vrais, par rapport à la lecture des journaux, par rapport au fait de tisser dans le corps du roman, dans la prose, des citations de journal qu'on ne repère plus. Enfin, je veux dire, il faut être un spécialiste absolu de la petite presse du début du 19e siècle pour repérer ça. Et j'ai l'impression que dans les prépondérants, il y a beaucoup ça aussi. Les gazettes, les crieurs de rue, et puis toutes ces nouvelles qui disent une autre forme d'histoire, celle de l'actualité, pas celle des grands faits. Oui, parce que d'une part, le roman est ancré vraiment sur... Il y a un tuf, quoi. C'est-à-dire que il y a une expérience presque phénoménologique du contact avec le monde extérieur, le monde réel, et presque, je dirais, le monde tel qu'il apparaît au moment où on le perçoit. Voilà. Ça vient... une promenade, quand Rania identifie au-dessus d'elle un faucon cresserelle au cours de ses promenades, bon, ça c'est le faucon cresserelle que moi je voyais dans mes promenades. Quand Raouf explique à Catherine comment, lorsqu'on est dans la campagne, on se débarrasse d'un chien méchant qui vous attaque, ça c'est mes expériences de promenade dans la campagne au Maroc. Le jeu des noyaux d'abricots, c'est mes expériences de gamin en Tunisie. Voilà. Il y a cette série de petites expériences, de micro-expériences de l'histoire qui arrive au souk avec la querelle entre la vieille dame et le marchand. C'est la réécriture d'une scène à laquelle j'ai assisté dans un souk marocain dans les années 70. Et en même temps, c'est pas que ça n'avait pas d'âge, mais que c'est une histoire qui dure depuis des siècles. L'altercation entre la vieille paysanne et ses œufs et le marchand qui n'en veut pas. Ça, voilà. Mais c'est vraiment, ce sont des expériences à hauteur jusqu'à la façon dont le maçon plombier dans la villa rédige son addition. Ça aussi, ça relève de l'expérience, d'une expérience du monde qu'on peut avoir. Donc il n'y a rien de biographique au sens où, dans le roman. En revanche, il y a beaucoup d'expériences, de souvenirs à hauteur d'œil au moment où c'est perçu par l'œil. Dans une maison de prépondérants dans le quartier résidentiel, quand à travers les roseaux sur la porte, Catherine et Raouf voient que c'est la vieille servante qui est en train de panser le cheval. Qu'en dit-on sur la lésine en même temps de la maison, puisque ils n'ont pas de palefrenier, c'est la vieille bonne qui fait tout à la fois, y compris penser. Ça, c'est une scène que j'ai vue. Voilà, il y a beaucoup de choses qui relèvent de cette expérience de petits faits vrais. Voilà. Oui, les petits faits vrais alors de Stendhal, mais à la manière des choses vues d'un Hugo. Donc voilà, exactement. Ouais, la manière des choses vues d'un Hugo, il y a beaucoup de choses comme ça. L'histoire de la glace dans le magasin de chaussures, ça c'était à Paris dans les années 60. Il y avait un magasin Bailly, boulevard Saint-Michel, qui avait une grande glace comme ça, et les vendeuses y faisaient attention à chaque fois. Oui, parce que moi je pensais à la manière dont l'histoire s'écrit dans le Rouge et le Noir, c'est-à-dire à la fois la grande histoire, donc évidemment dans le Rouge et le Noir c'est la Révolution de Juillet, c'est 1830, c'est le grand fait historique, chronique de 1830, dit Stendhal, et en même temps la Révolution n'est jamais là, c'est-à-dire qu'elle est en creux dans le récit, elle est absente totalement, elle est là dans une note en fait, et j'ai l'impression que c'est ta manière d'écrire l'histoire dans les prépondérants, c'est-à-dire que de la même manière la guerre de 14-18 c'est le grand avant, il y a la Seconde Guerre mondiale qui sera le grand après, et finalement le présent est là dans le journal, dans la manière dont le journal rend compte du présent. Oui. Et il y a ce travail sur la grande histoire, la petite histoire. Oui, parce que les gens ne le voient pas à l'époque. Oui. Sur le moment, nous aujourd'hui, on a un regard très large.
la difficulté quand on lit cette presse, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui tous les journaux sont numérisés. Donc quand on a envie de travailler sur Hollywood des années 20, on a tous les journaux et toutes les revues qui sont numérisées. Quand on a envie de travailler sur la France des années 20, gallica.fr, il y a toute la presse française qui est numérisée. Donc on est vraiment immergé très très vite. On a vraiment l'impression d'une... C'est même pas des livres d'histoire. On est dans la primaire, dans la primaire littérature. On est dans la première source de documentation. Et il y a une immédiateté, je dirais presque une espèce de fraîcheur de la source, qui fait que les gens n'ont pas le sentiment de vivre l'histoire que nous connaissons nous aujourd'hui. Voilà. D'où la prudence qu'il faut exercer, parce qu'il faut éviter d'y aller avec des gros sabots. Il faut que ce soit le lecteur qui se dise. Voilà. Quand il déchiffre un journal allemand et qu'il lise la manifestation qui est organisée par un certain Hitler, voilà, c'est tout. Eux, ils sont là en train de regarder ça, et puis ils donnent l'info telle qu'elle. C'est pour nous que ça prend une résonance. Alors peut-être que c'est le fait, moi, d'avoir choisi cette information-là, plutôt que les 36 autres qu'il y avait dans le journal ce jour-là, qui a un effet de montage. Mais je me contente de citer, effectivement, les faits d'époque. Et alors, Stendhal toujours, donc, puisque c'est une interview Stendhal, dans le roman, on a Raoul, pardon, qui est donc un homme qui est pris entre deux femmes, dont une s'appelle Mathilda, donc ça appelle aussi Stendhal, non? Oui, là, ça l'appelle, oui. Oui, il y a ce côté roman d'apprentissage aussi par les femmes, parce qu'elle la relation Raouf-Catherine, Gantier la commente en disant « deux vanités piquées », ça commence bien. Oui, voilà. Bon, il y a quelque chose de... Bon, ça a été une de mes grandes lectures, et c'est toujours une de mes grandes lectures depuis des décennies. Donc ça finit par sourdre dans le texte. Hein. Et la scène qui, moi, m'a vraiment fait passer au rouge et noir, c'est la scène... c'est la main. Voilà, la scène dans le restaurant, donc dans l'hôtel Scribe, qui est évidemment... Alors, pas du tout la réécriture de la scène de Julien qui veut prendre la main de Madame de Rênal et qui regarde l'horloge, etc., avec cette double focalisation qui est d'une cruauté terrifiante. Là, tout est vu à travers Gantier. Le regard de Gantier, oui. Voilà, mais on ne peut pas ne pas y penser. Bien sûr. Oui, il y a un jeu avec cette scène de Stendhal ou... Il y a un jeu, c'est-à-dire que je cherchais, comme souvent, dans l'écriture du roman, j'aime bien leurrer le lecteur. C'est-à-dire, j'aime bien que le lecteur, c'est un peu comme Hitchcock, le lecteur veut tellement deviner l'auteur que finalement l'auteur s'amuse à faire des contre-pieds, à envoyer le lecteur sur une piste. Pendant ce temps-là, il peut continuer son roman tranquillement, etc. Donc l'idée, c'était effectivement, dans cette scène de la main, de faire partir Gantier, le lecteur en compagnie de Gantier, vers la fausse piste. Voilà. Et d'avoir cette scène de Catherine posant sa main sur celle de Raouf en plein restaurant, au grand scandale de Gantier. Il dit mais elle est en train de paniquer complètement, le gamin, elle va me le... Voilà. Et c'est au bout d'un moment simplement que Gantier se rend compte de la réalité de ce qui se passe. Voilà. Mais ça, c'est sa surprise. Hein. Et c'est vrai que moi, je m'amusais en lisant ça, en écrivant ça, je m'amusais parce qu'au fond, c'était le symétrique de la scène de la main sous la table dans le rouge. Quoi. Voilà. C'est ça que j'aime bien finalement. Le roman passe la main au roman. Voilà. Il y a eu cette scène qui est mémorable. Si j'arrive à écrire une scène singulière, mais qui va rappeler au lecteur une autre très grande scène écrite par un bonhomme autrement plus grand, voilà, j'aurais en même temps fait quelque chose dans l'ordre de la filiation des romans. Comme ça. Et dans la filiation des personnages aussi, parce que cette actrice américaine, elle rappelle beaucoup la Sanseverina, donc là on quitte le rouge et le noir. Elle a ce côté aventurière, jalouse aussi. Il y a quelque chose de si grand. Elle est beaucoup plus jalouse que la Sanseverina. Oui. Elle est beaucoup plus jalouse que la Sanseverina. Elle est jalouse dans une forme presque... Alors c'est son paradoxe.
parce que son mari est volage, elle le sait, et elle en a pris son parti, et elle n'a pas divorcé. Elle dit l'amour fait des nœuds et puis il les arrache. J'ai été nouée et arrachée plus souvent qu'à mon tour. Elle a 25 ans, elle a vécu. Hein. J'ai été nouée et arrachée plus souvent qu'à mon tour. Maintenant, je reste. Et avec cette espèce de dureté hein, de l'américaine, maintenant je reste et il va comprendre ce qui lui arrive. Voilà. Et donc, elle n'est plus tellement jalouse. Elle a été très jalouse, d'où la scène de la lettre dans ses souvenirs. Elle a été, mais là, du mari, elle n'est plus jalouse. Le paradoxe, c'est qu'évidemment, elle va être jalouse et très exclusive, très possessive vis-à-vis de Raouf, qu'elle va soupçonner, et évidemment à tort, et évidemment dans un scénario tel que elle finira par produire ce qu'elle craint, et ben, à force de l'avoir surveillée, etc., bon, ça se passera. Mais en même temps, ça donne lieu. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça permet de donner lieu à des scènes. Voilà. Quand ils sont dans un salon de thé en Alsace, et qu'à un moment donné, elle se met à engueuler Raouf, quoi. Elle dit, tu as fini, je peux m'en aller. Et il ne comprend pas. Et il comprend pas. C'est elle qui doit lui dire, ça fait 10 minutes que tu lorgnes cette femme à côté. Arrête. Et alors lui, il ne comprenait pas qu'il était en train de lorgner une femme. Lui, il était en train de se demander ce qu'elle était en train de manger pour éventuellement commander la même chose, les fraises, la chantilly, trouver ça bon, essayer de voir un peu ce que c'était. Et il ne se rendait pas compte qu'il la regardait, et deux, il ne se rendait pas compte ce dont elle, Catherine, se rend compte. C'est-à-dire que la femme a repéré Raouf et le lorgne. Parce que Catherine, en femme possessive, sait que ce n'est pas son amant qu'elle doit surveiller, c'est les femmes qu'il y a autour. C'est de là que va venir le danger, effectivement. C'est là que le radar doit fonctionner. Parce que le bonhomme, il ne voit rien. Mais là, il faut voir les... voilà. Et elle finit par dire, un jour, il se retrouve dans le lit d'une autre, comme ça, sans s'être rendu compte, sans s'en être rendu compte. Et d'où cette dureté de la relation entre Raouf et... parce que en même temps, c'est un roman des passions. C'est un roman des passions, et des passions qui sont vivaces, qui ont leur activité, qui ont leurs conséquences. C'est jamais sans conséquences, les passions. Et effectivement, ça tournera mal hein, dans la relation entre Raouf et Catherine. Et alors, de Stendhal toujours, qui est évidemment un prétexte hein, pour cet entretien, c'est il y a ce côté aussi, alors à la fin du Rouge et le Noir, quand Julien donc est aux assises, et qu'il parle, qu'il prend enfin la parole en tant que Julien Sorel et non plus en tant que toutes les identités par lesquelles il a pu passer, enfin ou dans lesquelles il a voulu se couler. Il est la voix du peuple. Il est la voix du peuple qui va se lever. Il est la voix d'un avenir. Et j'ai l'impression que Raouf, dans sa manière de vouloir une révolution, de penser une révolution, d'incarner l'avenir dès le début du roman, et bon, je veux rien dire sur la fin du roman, est un peu ce personnage qui dit avant quelque chose d'une voix qui va s'élever, d'une voix politique, d'une voix... La difficulté avec Raouf, c'est que c'est justement un jeune homme difficile. Les vrais militants, les vrais engagés, sont ses camarades. C'est-à-dire c'est Karim, qui lui restera au Maghreb et ira faire des études d'islamologie classique, et l'autre c'est David Chemla, qui lui s'engage au Parti communiste. Raouf, lui, n'est pas dans l'engagement. Et il est un peu désinvesti. En particulier, il a été en quelque sorte un peu vacciné par la façon dont les événements de 1922, les manifestations de nationalisme dans la capitale, etc., et la façon au fond dont les notables ont reculé, ce qui a fait dire à Raouf les notables n'aiment pas les bouleversements. Il a suffi que la puissance coloniale hausse un peu le ton pour que tout le monde rentre dans le rang, avec évidemment des victimes parmi le menu peuple, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas ces prudences, n'ont pas ces calculs et se retrouvent soudain seuls, sans appui dans la rue, face aux troupes de répression. Voilà. Et Raouf, lui, il a été désenchanté en quelque sorte par ce qui s'est passé pendant la crise de 22. Voilà. C'est plutôt un personnage à la fin du roman, c'est plutôt un désenchanté qui garde encore l'espoir révolutionnaire, mais pas du tout dans le militantisme. Voilà. Il est plutôt dans une forme d'attente. Mais il n'a pas du tout l'engagement, ni
la force d'affirmation d'un Sorel, qui lui, effectivement, prononce le manifeste de la jeunesse en révolte de la première moitié du 19e. Hein, c'est très clair. Oui, et qui en même temps ne peut pas advenir. Enfin, il arrive trop tôt. Enfin, il arrive trop tôt. Oui, mais peut-être que Raoulf aussi. Enfin, de la même façon que Leven, lui aussi, est en porte-à-faux. Il est allé se promener mal à propos dans une de ses journées. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'exergue dans ce roman, il n'y a pas d'épigraphe. Ouais. Et c'est comme une absence aussi qui appelle le lecteur à aller chercher et se dire, tiens, et s'il y avait eu cette phrase en tout début que mettent souvent les romanciers pour se mettre sous la protection d'un autre grand auteur ou pour donner une piste, etc., ça aurait été qui? Et c'est pour ça que je suis allée chercher dans Stendhal, dans ces livres qui sont regardés sur les quais. Mais on se demande si c'est volontaire, cet effacement. Il y en avait 3. Ouais. Il y avait 3 épigraphes. Comme elles étaient trop nombreuses, je les ai enlevées. Ça aurait fait très début 19e pourtant, parce que c'est... Oui, il y avait une épigraphe en arabe, une épigraphe en anglais, une épigraphe en français, en allemand. L'épigraphe en allemand, c'était la citation du Rilke, « Cela tombe en poussière, nous le réorganisons, et puis c'est nous qui tombons en poussière ». Alors, la citation française, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être un La Rochefoucauld. Ouais. Et la citation arabe, c'était un vers de Abul Ala al-Ma'arri, que je cite par ailleurs pour un autre vers, un ou 2 autres vers dans le texte, c'était « Yuhatimuna reibu zaman » les vicissitudes du temps nous fracassent, qu'ennana zuzej, comme si nous étions du verre. Voilà. Mais il y avait 3 citations, ça faisait un effet massif, comme ça. Oui, pas de dédicace, pas d'épigraphe. Ouais. Le texte. Ouais, oui. Avec, nu quoi, c'est-à-dire il y a... Oui, ça, et alors la dédicace, il y avait il y avait mon prof de Cagne et il y avait mon prof d'arabe. Et puis j'ai enlevé aussi. On nettoie, pas de seuil, on passe directement. Voilà, comme il faut enlever tous les rythmes ternaires, tous les verbements. Pas tous, hein, il faut en laisser de temps en temps. Mais, bon escient. Et un entretien stendhalien pour entretien stendhalien, il y a l'esthétique qu'on trouve, l'esthétique stendhalienne qu'on trouve dans les marginalia, dans les variantes, pas dans les variantes, mais dans les annotations de Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, dans le manuscrit de Lucien Leven. Ouais. Et là, il y a une théorie du style qui est absolument extraordinaire, qui tient en 2 mots, marbre au plâtre. C'est-à-dire que des fois, il se rend compte qu'il a mis un cliché, qu'il a mis un pléonasme, et il se pose la question, il était plus qu'évident. Et il se rend compte que c'est une bourde, mais que c'est en même temps une façon de parler. Et il note, si j'enlève plus que, marbre ou plâtre. Parce que pour lui, une construction, ça se fait avec du marbre et du plâtre. Et si on ne met que du marbre, ça ne passera pas. Et donc, il laisse des fois des éléments de l'ordre du cliché, des éléments de l'ordre de la formule toute faite, parce que, dit-il, en même temps, ça aide l'œil à glisser. Il a une conception vraiment très, très artisanale, très grand savoir-faire. Hein. Des fois, il arrive devant un paragraphe long, un peu trop long. Alors en marge, il écrit paragraphe long, mais laissé, ça réveille le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il y a des vidéos paragraphes relativement courts, puis à un moment donné, bam, oh attention, les tu vois, et ces notes marginales de Lucien Leven, c'est un véritable atelier d'écriture. Quand on les regarde toutes, une par une, les variantes plus les explications qu'il donne, en creux, il y a un atelier d'écriture. Et par des plus grands, c'est remarquable. Ouais. Parce qu'en plus, c'est pas seulement la variante, c'est l'explication qu'il se donne. Mm-hmm. À lui-même, tu vois, un peu comme s'il tenait un journal, comme une écriture un peu égotiste, voilà. Oui, et puis il y a aussi tout ce que ces clichés disent d'une manière d'appréhender le temps. C'est-à-dire la manière dont on désigne quelque chose dit aussi le rapport que l'on... Le fait pour les prépondérants de s'appeler les prépondérants, ça dit aussi leur vision du monde. Tu parles à un moment, dans la partie allemande du livre,
de ces mots allemands pour dire un certain nombre de choses, Oui, et qui sont une Weltanschauung, hein, pour employer un terme allemand, mais c'est une manière d'appréhender le monde. Le langage dit notre... oui, tout à fait. Tout à fait. Le cliché, il faut être stendhalien, c'est-à-dire qu'il faut parfois en laisser. Nietzsche disait aussi qu'il faut de la mie de pain, parce que les meilleures sauces, c'est dégueulasse quand on les prend à la petite cuillère, donc il faut de la mie de pain. Mais en même temps, il faut être très, très strict vis-à-vis du cliché, parce que c'est la trace de la domination dans la langue. Le cliché, c'est la grande voix du on qui vient parler en notre nom dans le texte. Donc quand on en laisse, il faut vraiment que ce soit en toute connaissance de cause, pour des raisons typiquement stendhaliennes, c'est-à-dire pour aider l'œil à glisser, parce que 3 mots pour 1, ça permet de se reposer un peu. Mais il le dit très franchement. Et voilà. Mais ne jamais oublier que le premier avatar de la tyrannie auquel est confronté un romancier, c'est le cliché, c'est la formule toute faite, c'est le déjà dit, c'est le déjà mâché, etc. Ça, c'est éviter l'effet Starsky et Hutch. Tu connais pas l'effet Starsky et Hutch? Non. Starsky et Hutch, ils sont dans dans une vieille série. Je connais Starsky et Hutch, mais je ne connais pas l'effet. L'effet Starsky et Hutch, ils sont arrêtés dans un diner, on dirait un snack bar, parce que Hutch a faim. Donc Hutch, il s'arrête, il s'installe, et Hutch commande un gâteau. Alors c'est un gâteau américain, de trucs bien volumineux, bien mou, bien crémeux, etc. Et puis Starsky regarde ça, et Hutch, lui, commence à manger. Tu vois. Puis il prend une poignée à moucher, il commence à mâcher, et puis on entend la voix de Hutch qui dit Starsky, oui Hutch, Starsky, ce gâteau a déjà été mâché. Et donc l'idée c'est d'écrire des phrases qui n'ont pas déjà été trop mâchées par les autres. Quoi. Voilà, c'est ça. Des phrases que nul n'a encore mâchées. Et donc on est passé de Stendhal à Starsky et Hutch, qui est juste parfait. Mais il dit la même chose que Starsky et Hutch. Ah oui, tout à fait. Ça fait une super conclusion, ça, moi.